Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le district du Woroba a rendu hommage au président de la République pour ses actions de développement. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, y a pris part. Il a sillonné plusieurs localités pour communier avec les populations. Au dernier meeting tenu hier à Séguéla, il a réitéré son appel à la paix et à l'unité. L'appel à la solidarité est aussi lancé à tous. Ce dimanche, la Côte d'Ivoire célèbre ce 25 août la journée nationale de la solidarité. Le gouvernement invite chacun à traduire en acte la solidarité nationale. Le ministère de la Solidarité est en première ligne avec les filets sociaux. Nous ferons donc un focus sur les actions menées dans ce 20h. Un incendie s'est déclaré la nuit dernière au grand marché de San Pedro. Des magasins situés aux abords du marché ont été ravagés. Un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Pas de pertes en vie humaine, mais on déplore d'importants dégâts matériels. Des témoignages de commerçants et des sapeurs-pompiers ont été recueillis. Les États-Unis commémorent les 400 ans de l'arrivée d'Angela sur le sol américain. Angela est la première esclave africaine officiellement recensée par les colons britanniques. Arrivée par bateau depuis le Ndongo, l'ancien nom de l'Angola, en 1619, elle a accosté dans l'État de Virginie où un mémorial est aujourd'hui construit. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par le district du Woroba où le président de l'Assemblée nationale a achevé sa tournée ce week-end. Amadou Soumaoro a communié, vous allez le voir, avec les populations dans plusieurs localités pour leur transmettre les messages de paix et d'unité du chef de l'État. Des journées d'hommage ont été organisées en l'honneur du président Ouattara pour ses actions de développement. Le président du Parlement ivoirien a animé son dernier meeting à Séguéla. Konaté Moussa. C'est la dernière étape de la tournée du président de l'Assemblée nationale dans le district du Woroba. Amadou Soumaoro est accueilli à Séguéla, chef-lieu de la région du Worodougou. Les élus, cadres et populations se sont mobilisés pour rendre hommage au chef de l'État et à son gouvernement. Dans la région du Worodougou, on peut dire l'électrification des villages. Nous sommes à 90%. Parce que moi-même, dans ma sous-préfecture, il n'y a plus de villages non électrifiés. Tous les villages sont électrifiés grâce au président Alassane Ouattara. Le soutien est là, est inaliénable et indestructible. Dans la mesure où le travail que le président de la République abat dans le sens de la cohésion, dans le sens de la paix sociale, dans le sens du développement de ce pays, le bilan est là, il est inattaquable. Les ressortissants du Worodougou voudraient ici, par ma modeste voix, exprimer leur grande joie, leur fierté pour l'élection de leur fils, le député de Séguéla sous-préfecture, à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le premier des artisans et des acteurs de cet événement heureux, c'est celui qui a porté et soutenu la candidature de l'honorable Amadou Soumaoro à la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est le chef énigmatique, charismatique, le dirigeant qui sait reconnaître et récompenser les mérites de ses collaborateurs. J'ai nommé son Excellence, M. Alassane Ouattara, président du RHDP. Moment d'échange fraternel entre le président de l'Assemblée nationale et les populations. L'heure est au rassemblement. L'heure est à l'union. L'heure est à la cohésion autour du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, rêve d'une Côte d'Ivoire qui vit en paix. Alassane Ouattara a démontré qu'il aime le Worodougou, qu'il aime le Bafing, qu'il aime le Béré, en bref, qu'il aime le Woroba. Il nous appartient, nous, qu'il a nommé à des postes de responsabilité, de soutenir surtout les couches les plus vulnérables. Comme dans toutes les localités visitées, le président de l'Assemblée nationale a fait de nombreux dons aux populations. Il a offert une ambulance au canton Assolo-Nafana. L'État nous invite tous à plus de solidarité. C'est la journée nationale aujourd'hui. La solidarité est une valeur à promouvoir pour la paix sociale et le développement durable. Le gouvernement, à travers le ministère de la Solidarité, mène plusieurs actions, notamment l'assistance aux personnes en détresse, et on le voit à travers les filets sociaux. Mais qu'en est-il au juste de la visibilité? Quelle est la politique gouvernementale en matière de solidarité? Élément de réponse dans ce dossier
signé Michel Digré. Atteint de surdité dès la naissance, le petit Ariel a retrouvé tous ses sens après la pose d'un implant dans l'oreille. Une intervention médicale grâce à une prise en charge du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. À 8 ans et en classe de CE1, Ariel est aujourd'hui un enfant normal avec de bons résultats scolaires. Un livre. En tout cas, ça va. Il se porte bien. Tout ce qu'il n'arrivait pas à dire, il est né même jusqu'à 3 ans, il ne pouvait pas m'appeler maman. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est une grande joie pour moi qu'il m'appelle maman. Au-delà de l'assistance individuelle à des personnes vulnérables, le ministère de la Solidarité mène des actions en faveur des communautés. Dans un village, il manque peut-être un marché pour que règne la cohésion. Nous essayons de construire ce marché. Nous réhabilitons des écoles, nous construisons des centres de santé. Nous faisons la construction de foyers, soit des foyers pour les femmes, soit des foyers pour des jeunes, soit des foyers polyvalents. Tout ça, ce sont des actions pour aider les populations à se rapprocher, à se mettre ensemble. Les personnes en détresse suite à des catastrophes naturelles constituent également une priorité. L'année dernière, vous avez vu au mois de juin, il y a eu des inondations. L'eau est rentrée dans certaines maisons, il y a eu même mort d'hommes. Et donc ça, c'est des personnes qui sont en détresse, des personnes qui sont victimes de catastrophes naturelles. D'abord, nous avons aidé au relogement de certaines familles, parce qu'elles n'avaient nulle part où aller. Nous avons aidé certaines familles qui avaient perdu des personnes à l'occasion de ces sinistres-là à enterrer dignement les membres perdus de leur famille. Au cœur de la politique sociale gouvernementale, le projet Filets sociaux productifs bénéficiant d'un appui technique et financier de la Banque mondiale à hauteur de 29 milliards de francs CFA sur la période 2015-2020. Il s'agit d'allouer des allocations sous forme de transfert monétaire à des ménages qui sont ciblés parmi les plus pauvres. Et un ciblage a donc été fait sur la base des données de recensement, d'enquête de l'Institut national de la statistique. Et ces données-là ont permis de s'orienter vers les régions de la Côte d'Ivoire qui avaient donc les taux de pauvreté les plus élevés. À ce jour, il couvre 50 000 ménages répartis entre 882 villages de 16 régions des zones centre-nord et ouest du pays. Dans ces différents villages, donc, les ménages qui sont les plus pauvres bénéficient tous les 3 mois d'un transfert monétaire de 36 000 francs CFA. Ce montant a été calculé sur la base du seuil d'extrême pauvreté, qui est de 335 francs jour, ramené au mois et complété de 2 000 francs. Cela donc permet d'avoir une estimation mensuelle de 12 000 francs CFA qu'il faut donc multiplier par 3 pour avoir l'allocation trimestrielle. Si l'objectif premier du gouvernement est d'améliorer la qualité de vie des populations vulnérables, il s'agit en réalité de créer les conditions pour que celles-ci se prennent elles-mêmes en charge et quittent définitivement l'état de pauvreté. La solidarité, elle est naturelle. L'État joue son rôle. Mais le devoir et le rôle de l'État, ce n'est pas de continuer à assister les populations. C'est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de victimes, de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnes en détresse. Donc c'est en amont que le travail de l'État se fait à travers toutes les actions de développement qui sont menées. Le projet de filets sociaux vient de bénéficier d'un financement additionnel de plus de 58 milliards de francs CFA pour la période 2020-2024. 75 000 ménages issus cette fois-ci des milieux périurbains et urbains seront intégrés au projet. Voilà, c'était le focus donc sur la politique gouvernementale en matière de solidarité, un dossier signé pour vous par Michel Digré. L'Afrique et le Japon tissent aussi leur toile de solidarité à travers la TICAD. Dans quelques jours, donc du 28 au 30 août prochain, la TICAD 7, la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, se tiendra donc sur place. L'événement aura lieu précisément à Tokyo, dans la ville de Yokohama. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly à la tête d'une forte délégation y prendra part et il multipliera les rencontres avec des investisseurs au profit de notre pays. Mais voyons déjà les enjeux avec notre envoyé spécial Alexis Ouedraogo.
La TICAD est une initiative du gouvernement japonais, lancée en 1993 à Tokyo, en vue d'apporter de manière proactive assistance technique et financière aux efforts de développement du continent. Pour la TICAD 7 à Yokohama, 3 thèmes clés sont abordés: la transformation économique et l'amélioration du climat des affaires par l'investissement privé et l'innovation. La promotion d'une société résiliente et durable pour la sécurité humaine, la paix et la stabilité. La rencontre entend surtout mettre en lumière l'importance pour le secteur privé d'accompagner efficacement les efforts en vue de contribuer à la transition de l'Afrique vers une structure industrielle. La Côte d'Ivoire prend part à ce rendez-vous de Yokohama avec en tête de délégation le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Il faut le dire, le Japon et la Côte d'Ivoire entretiennent une longue coopération. À travers la JICA, son agence de coopération et de développement, le Japon a contribué au financement du PND 2012-2015 et 2016-2020. Il cible l'accélération du développement économique urbain et des infrastructures, à l'exemple de l'échangeur du carrefour Solibra. À cela s'ajoutent l'industrie, l'agriculture, la pêche ainsi que le renforcement des capacités des secteurs de la justice et de la sécurité. En 2013, le Japon a également concédé à la Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'initiative PPTE, une annulation de dette sèche de 212,5 millions de dollars américains, soit quelques 106,25 milliards de francs CFA. Notons que pour ce rendez-vous de Yokohama, plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains prendront part à la rencontre dont le thème est faire progresser le développement de l'Afrique à travers les peuples, la technologie et l'innovation. Et en marge de ce rendez-vous entre le Japon et l'Afrique sur le développement, la Côte d'Ivoire s'attelle à la promotion de la bonne gouvernance pour relever justement le défi de son développement. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics s'active sur le terrain. L'ARMP vient de lancer des audits généralisés. Plusieurs ministères et structures seront donc audités. L'objectif est clair, selon son président Coulibaly Yacouba, c'est d'emmener tous les services à la pratique de la bonne gouvernance exigée par l'État ivoirien. Nadia Ega, Alvorassa. Ce sont au total 350 marchés passés en 2018 qui seront audités par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics contre 300 audités pour le compte de l'année 2017. Ces marchés sont estimés à plus de 135 milliards de francs CFA sur 1351 milliards de francs CFA. Pour le président du Conseil de régulation de la NRNP, cette 5e édition des audits généralisés permettra une fois de plus de s'assurer que les marchés publics sont exécutés selon les normes exigées. L'intérêt, c'est de permettre aux autorités, au gouvernement, notamment de s'assurer que les crédits budgétaires qui ont été confiés aux services dépensiers ont été exécutés dans le respect des principes, des procédures et des règles telles que prévues par le Code des marchés publics et ses textes d'application. Pour la réussite de cette édition, les enjeux ont été expliqués aux responsables de passation des marchés publics des ministères et structures concernés. La préoccupation principale ici est de pouvoir permettre aux cabinets que nous recrutons après un appel à manifestation d'intérêt qu'ils puissent avoir l'ensemble des données avec les autorités contractantes et que nous puissions avoir l'ensemble des informations et des données nécessaires pour la vérification de l'utilisation des biens publics qui leur sont confiés. Ces audits, selon le secrétaire général de la NRNP, permettent effectivement d'améliorer le système de passation des marchés publics. Nous avons observé depuis 2014 que nous avons commencé à auditer que les taux de non-conformité ont commencé à baisser. Vous voyez, l'audit que nous avons mené récemment, l'audit technique des ouvrages, nous avons eu 80% des marchés passés conformes selon la réglementation. Il soutient par ailleurs que les résultats de ces audits seront publiés le 30 septembre prochain et mis à la disposition du gouvernement ivoirien. Vous l'avez appris certainement, mais contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, le grand marché de San Pedro n'est pas parti en fumée. Ce sont plutôt des magasins situés aux abords qui ont été ravagés par un incendie déclenché la nuit dernière. Un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Pas de pertes en vie humaine, heureusement. Malheureusement, les dégâts matériels sont importants. Notre correspondant Sam Conan a recueilli des témoignages pour vous.
L'incendie qui s'est déclenché hier samedi vers 20h a ravagé une dizaine de magasins dans les environs du Grand Marché de San Pedro. Des victimes encore sous le choc. Le magasin était rempli de fournitures scolaires, y compris des habits. Tout est parti en fumée. Il y a des magasins de portables, il y a des magasins d'articles ménagers, il y a des magasins d'effets fournitures, il y a des magasins d'accessoires et tous ceux-là sont partis en fumée. Selon des témoins, l'incendie serait parti de cette niche située au bas de cet immeuble. On a vu la fumée qui sortait vers les compteurs, vers là-bas. On a vu des étincelles. Ça a commencé, ça a pris les fils. Ça a commencé maintenant, c'est venu, ça a pris les magasins. Les sapeurs-pompiers de l'aéroport et du port, alertés, se sont mis en route pour éteindre le feu. Une fois sur les lieux, ils vont subir des jets de pierre des jeunes non identifiés, comme pour leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus. Les véhicules d'intervention sont caillassés, comme celui-ci. Nous sommes arrivés sur le lieu du sinistre, le temps de faire une observation pour voir comment j'allais introduire le véhicule vers le lieu du sinistre. Automatiquement, il y a des bardeaux qui ont surgi de partout et ont attaqué. Et c'est dans l'attaque pour sauver le véhicule et nous-mêmes, j'ai commencé à me faire un abri pour pouvoir foncer et aller jusqu'au corridor de Bérébi. Les autorités de la ville de San Pedro qui se sont rendues sur les lieux lancent un appel au civisme. Il faut dire que nous avons été vraiment écœurés par cette action. Heureusement que les policiers ont été très prompts. Il a fallu que les forces de l'ordre, toutes les forces confondues, puissent serrer la coude pour que nous puissions sauver ce qui était encore à mesure d'être sauvé. Le grand marché de San Pedro n'a donc pas été touché par l'incendie. Les commerçants sont à leur place et les activités commerciales se déroulent comme d'habitude. Ils sont jeunes, ils veulent donner l'exemple en s'inspirant de bons modèles. Il s'agit de l'association des jeunes dénommée Jeunesse au Glo à Diabo dans le département de Botro. Ces jeunes ont rendu hommage au patriarche Kwame Kononsikan autour de la culture du terroir. Un hommage pour célébrer les vertus du travail bien fait, de patience, de persévérance et d'honnêteté de cet homme. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pris part à cet hommage. Zoro Corona. Hommage au patriarche Kwame Kononsikan à travers le riche patrimoine culturel Glo. Un hommage pour également célébrer les vertus de l'homme et les inculquer à la jeunesse. Courage, amour du travail bien fait, persévérance et patience. Cérémonie à l'initiative de l'association des jeunes Glo de Diabo. Annoncer les bienfaits, le bon sens et la générosité de notre doyen, notre papa, notre grand-père pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour la nation ivoirienne en général, mais en particulier pour le peuple Glo. Les différents intervenants sont revenus sur le riche parcours de l'homme. D'un simple vendeur de bonbons est arrivé à cette dimension multinationale. Cette jeunesse doit prendre son destin en main. Dieu lui a fait la grâce d'avoir créé des entreprises, de nourrir autant de bouches. Parce que nous sommes, je dirais, plus de 1000 employés. Le parrain de cette cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakus, tout en félicitant l'initiative, a exhorté la jeunesse Glo à suivre l'exemple du premier transporteur en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour rappeler aussi les fondamentaux de son comportement pour que cela puisse rejaillir à type d'exemple sur notre jeunesse aujourd'hui, c'est-à-dire le travail, d'abord le travail et surtout le travail. Et par le travail, on peut tout réussir. Il a été donc un exemple de réussite. Les membres de l'association des jeunes Glo ont été baptisés par le ministre Albert Mabry-Touakus. Plusieurs danses du terroir, dont le Goli, ont donné une note de gaieté à cette cérémonie d'hommage. Et on reste dans cette ambiance culturelle pour parler du festival Anofe Adobo Alubo qui bat son plein du côté de Sakasso. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, soutient cette initiative qui vise à sauvegarder le riche patrimoine culturel de notre pays. Kodio Kwame Jean de Dieu. Adobo Alubo, commune de Sakassou, à l'appel du tam-tam parleur, seul à répondre, le ministre Bandama Kwaku Maurice.
Nous sommes au Festival des Arts et de la Culture Anneau, rencontre culturelle pour valoriser la culture du terroir. Objets sacrés, parures, danses, accoutrements et la mise en lumière du résultat des travaux quotidiens. Le tout ajouté à la beauté bien entretenue. La sauvegarde de ce patrimoine culturel passe par l'inscription de ce festival au rang des activités phares du ministère de la Culture et de la Francophonie. Il entre dans le cadre du vaste programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel que vous avez assigné à vos collaborateurs. Notre ambition est de faire de ce festival un lieu d'éclosion de talents. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, dans ses attributs de chef, appelle à ne point faire disparaître ces valeurs inestimables. Nous avons constaté que nos cultures étaient délaissées. Nos richesses se perdaient. Un peuple qui n'a plus de culture est un peuple qui n'a plus d'âme, et ce peuple ne peut pas se construire un destin fort. Un peuple qui n'a plus sa culture ne peut plus être porté aux valeurs d'amour, de fraternité. Or, la culture ivoirienne est riche. Le commissaire du festival, Kwame Christophe, le représentant du maire de Sakassou, Kwaku Yao, et le président de la mutuelle du village, Kofi Mathurin, sont d'avis à appuyer les jeunes à préserver les symboles de la culture locale. Bandama Kwaku Boris a enfin posé la première pierre du foyer polyvalent du village qu'il a adopté. Au Burida, les résultats des élections des membres des 7 collèges pour la nouvelle Assemblée générale sont connus. 341 candidats étaient en lice pour 210 sièges avant l'Assemblée générale prévue dans un mois. Les 210 élus vont élire 10 représentants pour le conseil d'administration. On en sait plus avec Ouattara Amadou Walter. Forces de l'ordre et agents du comité chargé de la supervision des élections du Burida sont visiblement soulagés. Après les moments chauds, c'est le calme plat à l'auditorium de la Kestab au Plateau, lieu qui a abrité 3 jours durant les élections des 210 membres des 7 collèges qui vont constituer la nouvelle Assemblée générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida. Les élections se sont très bien déroulées dans l'ensemble. Les artistes se sont déplacés, ils ont voté correctement. Il y a eu plus de 700 votants. Il y a eu 7 collèges, tous les postes ont été pourvus. Sur 7846 électeurs attendus, 748 suffrages ont été exprimés, dont 21 bulletins nuls pour tous les collèges confondus. 341 candidats étaient en lice pour les 210 sièges. Les dernières élections du genre avaient eu lieu en 2015 et avaient enregistré 526 votants pour 233 candidats. Malgré les appels au boycott de ces élections par un groupe d'artistes, les chiffres de 2019 sont en progression. Le collège des artistes interprètes, 155 votants. Le collège des producteurs de phonogrammes, 28 votants. Le collège des producteurs de vidéogrammes, 21 votants. Le collège des auteurs et éditeurs d'œuvres graphiques et plastiques, 40 votants. Le collège des auteurs d'œuvres audiovisuelles et assimilées, 28 votants. Le collège des auteurs et éditeurs d'œuvres musicales, 449 votants. Enfin, le dernier collège des auteurs et éditeurs d'œuvres littéraires, dramatiques, chorégraphiques et assimilées. Il y a eu 27 votants. Il faut déjà être membre de l'Assemblée générale pour pouvoir désigner l'administrateur. Donc je pense que c'est ce qui justifie ce grand nombre de votants. Dans un mois, se tiendra l'Assemblée générale avec les 210 élus des 7 collèges. Ceux-ci vont élire 10 représentants au conseil d'administration qui se réuniront à leur tour afin d'élire le président du conseil d'administration au cours de leur première session. Le Maracana, acquis et perspectives. Le sujet a été évoqué au magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby. Il avait pour invité M. Bleu Charlemagne, le président de la Fédération internationale de Maracana Association. L'entretien a porté bien sûr sur les acquis, perspectives de cette discipline mondiale dont le siège est à Abidjan. Voyons un extrait de leur entretien. Le Maracana, c'est donc un dérivé puissant du football qui se décline sur le terrain par une opposition de 6 joueurs contre 6 sur un terrain de dimension similaire
à celle donc du handball, mais sans gardien de but. On a le siège de la FIMA, on est content, on a le président de la FIMA qui est ivoirien, le commissaire Bleu Charlemagne, mais est-ce qu'on a les infrastructures qui vont avec, les équipements? Pour le moment, non, je ne pourrais le dire, mais la fédération d'abord ivoirienne de Maracana, plus loin, la Fédération internationale de Maracana, a un projet sportif à 4 piliers. Ce projet sportif part donc de la formation, ensuite des infrastructures, des équipements, la compétition et plus loin donc une promotion tout azimut sur les 4 piliers. Donc naturellement, pour ce qui est des infrastructures, nous y sommes. Nous sommes aujourd'hui au niveau national à 5 terrains de Maracana dénommés Trocap qui ont été construits, mais j'avoue que pour plus de 5 millions de pratiquants, c'est peu. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Ahmed Traoré et Jean-Luc Bango. Le procès pour corruption de l'ex-président Omar El-Béchir s'est ouvert ce lundi 19 août au Soudan. L'ex-chef de l'État est arrivé en matinée devant un tribunal de Khartoum, escorté par un imposant convoi militaire. Détenu dans une prison de Khartoum, Omar El-Béchir, 75 ans, a été informé par le parquet qu'il faisait face à des accusations de possession de devises étrangères, de corruption et trafic d'influence. Le leader des séparatistes anglophones au Cameroun, Julius Ayuk Tabé, et 9 de ses partisans ont été condamnés ce mardi 20 août à la prison à vie par un tribunal militaire de Yaoundé. Maître Joseph Fro a dénoncé une parodie de justice alors que les accusés refusent de reconnaître la compétence du tribunal militaire à les juger. Après 19 jours en mer, les migrants recueillis en Méditerranée par le navire Open Arms ont commencé à débarquer ce mercredi 21 août sur l'île italienne de Lampedusa. À la suite d'une inspection de la police judiciaire et de 2 médecins, le procureur d'Agrigente, Luigi Patronaggio, avait ordonné quelques heures plus tôt le débarquement de ces migrants sur la petite île compte tenu de la situation difficile à bord. Emmanuel Macron, qui a reçu le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson ce jeudi 22 août à l'Élysée, a déclaré qu'il était encore possible de trouver un accord sur le Brexit d'ici le 31 octobre. Le président français a prévenu que l'Union européenne se préparait à tous les scénarios, y compris celui d'un Brexit sans accord. De son côté, Boris Johnson a indiqué qu'il voulait trouver un accord sur le Brexit. La Chine a annoncé ce vendredi 23 août son intention d'imposer de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importation de produits américains. Cette mesure fait suite aux représailles des taxes douanières supplémentaires que prévoit d'instaurer prochainement Washington. Ces tarifs douaniers évolueront dans une fourchette comprise entre 5% et 10% et porteront sur 5078 produits américains. Les dirigeants du G7 se retrouvent ce samedi 24 août à Biarritz pour trouver des solutions concrètes aux crises secouant la planète. Guerre commerciale, Iran ou feu en Amazonie sont les sujets qui seront abordés. Les dirigeants du G7 marqueront le début du sommet en se retrouvant pour un dîner informel dans le phare de Biarritz qui surplombe l'Atlantique. Les États-Unis commémorent ce dimanche 25 août les 400 ans de l'arrivée d'Angela sur le sol américain. Elle est la première esclave recensée par les colons britanniques. Arrivée par bateau en 1619, elle a accosté dans l'État de Virginie où un mémorial est aujourd'hui construit et baptisé Fort Monroe. Ce mémorial est le théâtre de festivités pour rendre hommage à Angela et aux millions d'autres Africains réduits en esclavage. Voilà, ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur RTI 1. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana.